Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'organisation décentralisée. Titre 1. Les pays. Le pays, dans la nouvelle architecture territoriale française. Jacques Pallard, directeur de recherche au CNRS Spirit, Institut d'études politiques de Bordeaux. La place des pays, en tant que lieu d'élaboration de projets territoriaux de développement socio-économique, est centrale dans la loi, dite « Voinet d'orientation et de développement durable du territoire » LOADDT. Cette loi est promulguée en juin 1999, 4 ans après l'adoption de la loi Pasqua d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, LOADT, de février 1995, qui avait déjà inscrit cette disposition au rang de ses orientations clés. Le changement en 1997, de majorité parlementaire n'a donc pas altéré les choix antérieurement opérés en la matière. En particulier, la définition du pays n'a pas changé. Dans chacun des deux textes se retrouve le même critère général de cohésion géographique, culturelle, économique et sociale. La forte similarité de ces deux temps législatifs est significative d'un désir largement partagé de jouer de façon délibérée la carte de la réflexion collective sur une base territoriale, et selon une visée prospective. Elle résulte d'une convergence entre, d'une part, la mobilisation d'acteurs locaux désireux de prendre en charge leur propre développement social et économique sur un territoire qu'ils ont préalablement circonscrit et d'autre part, la volonté des instances centrales de l'État d'opérer, par édiction d'une grammaire commune, une mise en cohérence d'expériences locales diversifiées et jugées vertueuses. Cette politique vient concrétiser un long mouvement de réforme qui a peu à peu conduit à privilégier les territoires de projet. En outre, et dans cette même perspective, elle reconnaît l'importance de nouveaux modes de gouvernance par l'instauration de cadres organisationnels qui associent puissance publique locale et société civile et qui sont ordonnés à la mise en œuvre, à vrai dire difficile et sans doute le plus souvent improbable, de systèmes productifs locaux. Cette nouvelle orientation des politiques territoriales se veut ainsi porteuse d'une dynamique de refonte des rapports entre les élus et les autres groupes d'acteurs locaux. Associations, chefs d'entreprise, milieu de l'éducation, responsables culturels. Il lui faut, pour se matérialiser, dessiner des espaces socio-économiques plus ou moins polarisés dont la population se sente soudée par le sentiment d'un destin commun, condition d'émergence de projets à la fois horizontaux, donc faiblement hiérarchisés, interactifs, du fait d'un fonctionnement en réseau et décloisonné, c'est-à-dire au sein desquels le territorial et la transversalité l'emportent sur le sectoriel et la spécialisation fonctionnelle. En définissant le pays avant tout comme un territoire de projet, cette orientation fait en définitive un double pari. Un premier sur les qualités intrinsèques du territoire, un second sur la capacité des acteurs locaux à développer des relations partenariales et à peser sur leur avenir dans le cadre de projets territoriaux. Y est le pari sur les attributs du territoire. A. Les implications d'une entrée par le territoire. Le territoire ne constitue pas seulement un cadre, un contexte ou un support matériel. Il représente aussi et surtout un véritable acteur collectif, dont la configuration résulte, à un moment donné, d'un ensemble de compromis institutionnalisés. C'est dans cette ligne que Philippe Edalo a inscrit son analyse des milieux innovateurs. En plaçant sa théorie des dynamismes locaux dans une problématique du changement endogène, il fait de la vitalité de ces milieux et de leur base territoriale l'élément explicatif du retournement qui s'opère dans les systèmes productifs. Le groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs, GREMI, qu'il crée en 1984, s'est précisément attaché à promouvoir une analyse multidimensionnelle du développement local. L'organisation territoriale constitue une composante essentielle du processus de création techno-économique. Les qualités du concept de milieu innovateur découlent de sa base territoriale. C'est le territoire qui génère les compétences, la culture industrielle, les réseaux formels et informels. Le concept d'embeddedness que développe Mark Granovetter pour analyser les systèmes relationnels des entreprises s'inscrit également dans cette perspective, qui porte à considérer les unités de production de biens et de services comme encastrées ou enchâssées, embedded, dans un dispositif social et institutionnel territorialisé qui formate et conditionne à la fois leur stratégie et leur structure.
Les relations économiques se trouvent insérées dans des systèmes durables et concrets, qui orientent les comportements des acteurs économiques. Répondant à une logique d'appartenance et à des règles de réciprocité, ces relations construisent des rapports durables de confiance. Bruno Jean souligne, selon une perspective analogue, qu'un système rural est un territoire rural qui n'est pas donné d'avance mais qui est identifié par les chercheurs comme ayant à la fois une unicité, une cohérence, surtout dans la manière particulière dont l'économie est enchâssée dans le social. À travers ce capital de relations, note Carlo Trigiglia, les ressources cognitives, les informations ou normatives, la confiance, devenue disponible conditionnent la définition et la réalisation de nouveaux objectifs. Le capital socio-territorial est donc productif au même titre que les autres formes de capital, financier et humain. Il comprend à la fois un ensemble de ressources et une dynamique. Il désigne l'ensemble des ressources tangibles et intangibles qu'une collectivité peut mobiliser afin d'assurer le mieux-être de ses citoyens. La scène du développement socio-territorial prend des formes différentes d'un espace à l'autre car les facteurs tangibles et intangibles agissent de façon différenciée dans la capacité des acteurs de créer de la cohérence sociale et d'interagir. Par le biais de l'intégrité, le territoire est instituant car il sert de base à la construction d'un ensemble actif et dynamique d'éléments en interaction. Ces modes d'interaction constituent autant de facteurs invisibles du développement économique local. Cette perspective conduit Odile Benoît Guilbault, en introduction d'un numéro spécial de Sociologie du travail paru au début des années 1990 et consacré aux acteurs du développement local, à parler de l'effet localité, pour rendre compte du développement économique territorial sans s'en tenir aux seuls facteurs économiques. Dans cette même ligne, on est fondé à souligner la contribution des chercheurs qui se sont attachés à développer la théorie de la régulation et celle des conventions. L'intérêt de ces approches est de proposer, par-delà la prise en compte du marché, des organisations et des institutions, une analyse de la coordination des actions individuelles et des conditions de stabilisation d'une logique collective qui procède de la légitimité de normes constitutives et de la reconnaissance de repères communs. Parce qu'elles engendrent des attentes réciproques sur les compétences et les comportements des autres, les conventions permettent de trouver des solutions pratiques à l'incertitude. Au niveau territorial, on peut estimer que l'épaisseur institutionnelle des conventions contribue à éclairer la notion de régulation locale, dès lors que se dégage une convention d'ensemble dominante du territoire qui permette les adaptations non prévisibles qu'exige la dynamique industrielle dans un contexte environnemental incertain. B. De nouveaux rapports LOCALN-ATIONAL. Quels que soient les motifs ultimes du législateur, ordonnés à la gestion du développement territorial ou à celle des effets sociaux de la crise économique, le processus de décentralisation tel qu'il se poursuit avec la politique des pays est finalement porté par un mouvement de reconnaissance du local comme enjeu central. Il invite à une nouvelle appréhension du pouvoir et de son exercice en ce que, de façon plus affirmée et plus manifeste aujourd'hui que naguère, le territoire est un élément constitutif du politique. Le pilotage depuis le centre et la standardisation de la gestion publique ont montré leurs limites. Leur caractère désormais inopérant marque la fin du jardin à la française. En particulier dans le domaine des politiques économiques locales, le centre de gravité s'est déplacé au bénéfice des élus locaux qui, désormais, affirment leur capacité à définir les grandes orientations du développement local et à en intégrer les différentes composantes. Une condition est posée pour cette mise en mouvement, que le territoire considéré se présente comme une organisation apprenante et non plus comme une organisation hiérarchique. Parce que le territoire leur paraît incarner à la fois la mobilisation des savoirs des acteurs, leur capacité d'organisation productive et la valorisation des singularités, Jean-Louis Guigou, alors délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, et Dominique Partenay considèrent que la priorité doit aller à la mise en œuvre de stratégies qui visent à renforcer la compétitivité et l'attractivité économique. La performance des entreprises ne saurait en effet entendre sans un environnement de qualité que seule une communauté d'acteurs, base de constitution d'un capital social, peut organiser et maintenir dans ses dimensions non seulement technologiques mais aussi sociales, culturelles et environnementales,
Dans cette perspective, les projets de territoire constituent une composante à part entière de la stratégie des entreprises, singulièrement dans leur choix de localisation. C. L'inscription dans la durée. La construction des pays, évidemment inachevée, résulte d'une longue gestation. Celle-ci prend racine dès les années 1970, sur fond d'échec de la loi Marcellin, porteuse d'une volonté de fusion communale autoritaire. Expérimentation, pragmatisme, progressivité, contractualisation. Ces termes traduisent bien la dimension processuelle, bien plus que séquentielle, d'une orientation générale que le législateur ou l'administration d'État viendront baliser. Il n'est pas interdit de parler à ce propos d'une forte dynamique du provisoire. Ce qui permet sans doute le mieux d'exprimer un tel processus en constant devenir et d'en dégager la prégnance, c'est sa mise en perspective diachronique par l'enchaînement des procédures de contractualisation sur plusieurs décennies. Chaque étape paraît se nourrir de la précédente, ce dont rend bien compte le recours à la métaphore du recyclage. L'observateur est en effet frappé par la succession ou l'enchaînement de dispositifs institutionnels de coopération intercommunale, syndicat intercommunal à vocation unique ou multiple, plan d'aménagement rural, charte intercommunale de développement et d'aménagement, CONRA de pays, syndicat mixte, communauté de communes. Cet enchaînement n'est pas purement linéaire. On note en effet un changement progressif de référentiel. Considéré globalement, l'intercommunalité est passée progressivement de la notion de gestion territoriale, en termes d'équipement et de services, à celle de mission de développement, ou en d'autres termes, de l'administration de l'existant à la projection dans l'avenir et à la définition d'un projet. Dans ce parcours, des mesures législatives novatrices sont venues inciter les plus volontaristes des acteurs locaux à poursuivre plus avant dans leur entreprise de développement économique territorial. Ce fut le cas, par exemple, des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, instituées en janvier 1983. L'une des ruptures instauratrices les plus fécondes a généralement résidé dans le passage d'une intercommunalité simplement associative, sur le mode du CIVOM, à une intercommunalité fédérative à fiscalité propre. Empilement. Michel Cotta, alors conseiller à la DATAR, souligne ainsi, entre le vote de la loi Pasqua et celui de la loi Voynet, que les nouveaux progrès de l'intercommunalité servent largement à étayer la politique de pays. 2. Le pari sur la construction du projet territorial. A. La matrice culturelle comme variable explicative. Les pays sont avant tout des territoires pertinents pour bâtir et faire émerger des projets cohérents. Ils doivent reposer sur une forte participation des acteurs locaux. Ils constituent des lieux privilégiés de démocratie participative et favorisent l'expression de la créativité, de l'initiative, du dynamisme et de la solidarité de nos concitoyens. Les pays doivent être des structures souples où peuvent s'élaborer des projets intéressant tant le secteur public que le secteur privé. L'intérêt de cette démarche réside dans deux aspects essentiels. Tout d'abord, la mobilisation des acteurs locaux dans l'élaboration du projet global aboutit à l'appropriation du projet par l'ensemble du territoire. C'est ce qui conditionne sa réussite. Le deuxième aspect réside dans la création d'une structure qui doit nous permettre de transgresser un certain nombre de lourdeurs, de rigidités, tant administratives que politiques qui freinent les actions de nos territoires les moins organisés. Cette définition du pays avancée par un sénateur lors d'un débat parlementaire appréhende bien l'essentiel du dispositif ainsi que ses effets attendus, à la fois directs ou induits. On peut d'ailleurs y lire une sorte de vulgate, généralement admise, où se lie en filigrane l'esprit de l'objectif central, en l'occurrence le passage d'une politique de guichet à une politique de projet. Sébastien Séguin établit pour sa part que la notion de pays apparaît, en tant que catégorie d'action publique, comme une partie intégrante de ce que l'on appellera le registre ou le cadre du développement territorial. Ce registre s'organise autour d'un principe idéal ou valeur floue qui justifie ce type d'action publique, le développement local et d'une série de normes, i.e. des procédures censées permettre d'atteindre in concreto l'idéal,
comme la proximité, la transversalité, la participation, le projet, la contractualisation. La mise en chantier de cette démarche est d'autant plus facile que le pays en formation correspond non seulement à un bassin d'emploi, mais à un véritable système productif local, expression entendue ici comme fonctionnellement équivalente à celle de milieux innovateurs et de districts industriels. Dans ce cas, on est en effet déjà en présence de formes de coopération entre groupes d'acteurs qui forment système et qui préfigurent le type de partenariat censé accompagner la production d'un projet territorial. Cette production procède idéalement d'une dynamique interne qui émane des interactions entre les divers groupes d'acteurs qui comptent un tant soit peu sur le territoire. L'enjeu est ici de penser et de mettre en œuvre l'articulation entre aménagement du territoire et développement endogène. Comme le souligne en 2001 une chargée de mission à la DATAR, peu à peu, s'est imposée une conception de l'aménagement du territoire centrée sur un développement de type plutôt endogène, organisé autour des ressources spécifiques des territoires, de la dynamique de leurs acteurs, de la compréhension de leur interdépendance, de leur capacité à produire des projets collectifs. La notion de projet de territoire englobant largement les acteurs d'un territoire, acteurs privés et acteurs publics, trouve dans le système productif local une traduction quasi parfaite. Cette dernière remarque, qui relève à la fois d'un constat et d'une prescription, mérite attention. Elle donne à penser que la politique des pays telle qu'elle a été inspirée par la DATAR se fonde sur un modèle implicite, celui précisément des systèmes politiques locaux, qui sont pourtant l'exception sur le territoire national et dont le Choletais fait figure de prototype. Là réside sans doute l'une des principales ambivalences de la politique des pays, et donc l'une de ses limites intrinsèques, parce que la dynamique socio-économique des systèmes productifs locaux résulte d'une alchimie et d'une culture spécifique, d'une atmosphère industrielle, aurait dit Alfred Marshall il y a un siècle, elle n'est, par définition même, ni exportable ni transposable. L'aptitude à la coopération, l'établissement de relations de confiance mutuelle, la définition de projets collectifs, ne se décrètent pas. La construction d'un pays peut en favoriser l'émergence. Elle ne peut les faire surgir ex nihilo lorsque la matrice culturelle locale ne s'y prête pas. Dès lors, une question se pose aux réformateurs. Peut-on passer du territoire prototype, par définition singulier, à sa généralisation et à la production en série ? Est évidemment là tout l'enjeu d'une réforme à visée nationale dont les prémices peuvent s'avérer irréalistes par excès d'optimisme. Tous les territoires en effet n'ont pas la même aptitude à produire un projet collectif à visée prospective. B. Puissance publique et société civile locale. La vocation mobilisatrice du pays est porteuse d'un appel à l'ensemble des parties prenantes au développement territorial. Toutes sont invitées à apporter leur contribution à une démarche délibérément participative, qui est indissociable de l'établissement de nouveaux rapports entre la société civile et les représentants de la puissance, rapports entre la société civile et les représentants de la puissance publique, et dont la trace majeure en est la charte de développement, projet de territoire global et prospectif. Cette concertation est organisée librement par les collectivités. La seule obligation posée par la loi réside dans la formation d'une assemblée représentative du territoire, le Conseil de développement. Le rôle d'espace de délibération, de concertation et d'orientation que jouent au sein des pays les conseils de développement, composés majoritairement et parfois exclusivement de représentants de la société civile, a incité le Conseil économique et social régional d'Aquitaine à organiser, en mars 2007, un colloque qui a pris la forme d'un forum d'échange d'expériences entre des représentants de pays, sur le thème « Conseil de développement et expression de la société civile ». Les conditions de la réussite. L'un des ateliers de ce colloque, Gouvernance locale et co-construction, avait pour question au programme comment favoriser un véritable dialogue territorial, facteur déterminant de l'implication de tous les acteurs. Les débats, parfaitement exemplaires des enjeux en cours, ont eu ici pour toile de fond la dynamique sociopolitique locale. Au nom de quoi jouer la carte de la participation locale ? Comment enlever les obstacles ? Quels effets en attendre ? En particulier, comment passer d'une forme de gouvernement territorial, qui prend appui sur les fonctions électives traditionnelles, à la gouvernance, entendue comme la traduction du passage de relations plutôt verticales entre décideurs et citoyens à des relations plus horizontales par voie d'atténuation des frontières entre la sphère publique et la sphère privée.
L'enjeu est d'autant plus important que pareille atténuation conditionne à bien des égards la conduite des projets de pays, du moins si l'on s'accorde à estimer que le développement est la résultante de l'opportune combinaison de trois composantes clés: un territoire, des acteurs et un projet. Le Conseil de développement a, sur ce point, utilement rempli son rôle lorsqu'il a permis l'émergence d'une conscience collective et d'une identité territoriale, et lorsqu'il s'est doté des moyens propres à stimuler la mobilisation, sinon de l'ensemble de la population locale, du moins des acteurs les plus implicables, élus, enseignants, animateurs culturels, responsables associatifs, chefs d'entreprise. Sa mission est de parvenir à la définition d'un projet partagé, négocié, co-construit et de ce fait, rendu légitime. Elle est de dégager progressivement un intérêt général territorial, à l'aune duquel seront évalués les projets de développement qui lui seront soumis ou qui naîtront en son sein. S'y expérimente et s'y manifeste, en effet, une fonction de coordination transverse. Le Conseil de développement favorise l'interconnaissance et l'apprentissage territorial. En filigrane de cette perspective, se profile une certaine conception des rapports entre les élus politiques, dépositaires de la puissance publique locale, et la société civile telle qu'elle est représentée au sein du Conseil de développement. Au cours du colloque aquitain, cette conception a donné lieu à la revendication, à destination des élus et sur fond de conflits de légitimité en partie concurrentes, d'une autonomie relative de cette assemblée à des fins d'une plus large implication des partenaires 44. Cet appel illustre l'analyse proposée par Pierre Tesseranc en conclusion d'un ouvrage sur l'analyse transnationale de la mobilisation des acteurs locaux, plutôt que d'être le résultat de cette forme de mobilisation de type protestataire dont rendent habituellement compte la sociologie des mouvements sociaux et celle de l'action collective organisée, l'action publique locale apparaît plutôt comme le résultat des initiatives individuelles et collectives prises par une diversité d'acteurs qui cherchent à se donner les moyens organiser un partenariat adapté pour la conduite de telles actions. Ce faisant, les acteurs locaux produisent effectivement du territoire par construction d'un dedans et d'un dehors et par mobilisation de ressources qui ont pour effet d'identifier et de donner à voir un avantage distinctif ou différenciatif. Comme le souligne Bernard Pecker, le passage du système productif national au territoire comme entité de raisonnement sur les stratégies comparées de développement constitue une nouveauté majeure dans la perception des systèmes d'organisation de l'économie. Le territoire n'est pas seulement un espace donné qui serait postulé et prédécoupé et sur lequel se dérouleraient des dynamiques spécifiques ordonnées par les autorités locales. Il est aussi la résultante un travail de mobilisation des acteurs qui produit de la délimitation, du sentiment d'appartenance, de l'identité collective, voire de la discrimination positive. Le développement se fait là où sont les gens, et non dans un espace abstrait. Ainsi mises en perspective, les règles législatives se présentent dès lors avant tout comme un cadre d'action et un corps de procédure à fonction pédagogique et propédeutique, en vue de l'engagement d'un processus à fort coefficient expérimental. Il s'agit bien en cela de lois d'orientation. On est ici à l'opposé d'une définition unilatérale de mesures visant à imposer des solutions uniformes et standardisées. L'appel aux initiatives locales suppose au contraire par avance l'acceptation de stratégies différenciées de développement. C'est d'ailleurs dans cette visée que 42 pays ont été choisis par la DATAR pour développer et expérimenter, de juin 1995 à décembre 1996, des actions de préfiguration. On retrouve ici le caractère processuel de la politique ainsi engagée. 3. Quelles mesures des effets ? Le mouvement de constitution des pays a connu un rythme rapide au cours des années 2004 et 2005, qui voit un quasi-doublement du nombre de pays reconnus ou en projet. De ce fait, l'échéance retenue pour la passation de contrats avec les pays, initialement fixée au 31 décembre 2003, a été repoussée au 31 décembre 2004 puis au 30 juin 2005. À cette date, 313 contrats de pays avaient été signés, qui concernaient la moitié de la population française et les 4/5 du territoire métropolitain. Considérés du point de vue de la nature des cocontractants, ces contrats se répartissent ainsi. 135 signés avec l'État, la région et le département, 104 contrats signés avec l'État et la région, 44 contrats signés avec l'État seul dont 3 en Martinique-Guadeloupe,
27 contrats signés avec le Conseil régional seul, dont 20 dans la région Centre, 3 contrats signés avec l'État et le département sans la région. L'évaluation réalisée par le Conseil général du génie rural des eaux et forêts pour le compte de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité du territoire souligne que le caractère structurant des contrats n'a pas toujours donné les résultats escomptés, mais que la contractualisation a néanmoins permis un dialogue de qualité entre les acteurs, un effet levier de l'intervention de l'État sur les territoires et une bonne coordination entre les partenaires qui a facilité le dialogue avec État pour la détermination de priorités d'intervention. Par voie de conséquence, des marges de progrès ont été relevées. La consolidation de la relation charte-programmation-opération, l'amélioration du rapport urbain-rural ainsi que des synergies parc-pays, le renforcement de l'impact de la territorialisation des actions de l'État. La répartition géographique des contrats fait apparaître une forte disparité interrégionale. Des régions sont entièrement Bretagne ou quasi entièrement couvertes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté, Basse-Normandie. D'autres au contraire restent en dehors ou en marge du mouvement. L'Île-de-France, la Picardie sauf l'Aisne, Rhône-Alpes, les façades côtières des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, enfin, la Corse qui ne compte qu'un seul contrat. On observe par ailleurs que 14 pays sont interrégionaux et 22 interdépartementaux. En outre, un tiers chevauche un parc naturel régional. Plus de la moitié des contrats signés avec l'État sont concernés par un périmètre de schéma de cohérence territoriale, SCOT. Dans ce cas, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, qui réaffirme le pays comme espace pertinent de réflexion et d'élaboration d'un projet de développement commun, fait obligation de prise en compte, mais dans la réalité, la moitié seulement des pays concernés paraissent s'être efforcés d'articuler leurs contrats avec la démarche SCOT. Des effets, présentement moins tangibles mais tout aussi escomptables à moyen ou long terme, sont à prendre en compte. Ainsi, la politique de pays n'est pas sans incidence sur le maillage institutionnel national. Chacun sait que le pays ne constitue pas un échelon administratif supplémentaire et ne dispose d'aucun des attributs, compétences propres, patrimoine, fiscalité, d'une collectivité territoriale. Cependant, sur un mode plus indirect que frontal, et parce qu'instauratrice de lieux de concertation et de contractualisation, la politique de pays contribue à aiguiser la concurrence entre le département et la région et à faire bouger les lignes. On peut estimer qu'aux relations traditionnellement dominantes département-commune pourrait se substituer progressivement celle du couple région-pays. Les instances départementales sont celles qui se sentent les plus menacées et si la guérilla qu'elles ont menée pour faire disparaître le pays s'est révélée finalement infructueuse, il faut se garder de croire que la partie est gagnée. La survie même du pays passe toujours par ses relations avec la région, dans le cadre de l'aménagement du territoire, politique qui est à l'origine de sa création. Conclusion. En raison même du tableau géographiquement contrasté qu'elle présente, la politique de pays offre un bon terrain pour une analyse, certes partielle mais néanmoins significative, des formes singulières d'innovation institutionnelle et des modalités d'appropriation du processus de la décentralisation. La forte différenciation interrégionale de la mise en œuvre de la politique de pays est révélatrice de l'inégale capacité des acteurs et des institutions à produire de l'organisation et des décisions politiquement et économiquement structurantes. Elle donne également à voir que le développement s'opère moins pour le territoire que par le territoire, parce que le local s'avère être désormais, en maintes situations, non un facteur de résistance ou de repli mais un vecteur de changement et de créativité. La politique de pays participe par là de la renaissance rurale, dont elle constitue en retour l'un des ferments de réactivation en lui fournissant des outils institutionnels d'organisation politique, de développement économique et d'aménagement du territoire. De ce point de vue, l'un des principaux inspirateurs de la réforme souligne que la LOADDT amorce, à l'évidence, un véritable processus de recomposition du territoire. Le chantier interrompu d'une décentralisation inachevée pourrait y trouver de nouveaux outils et un nouveau souffle. Intercommunalité ou intercommunauté, l'heure du choix en région centre ? Robin Degron, chercheur associé au LERAD,
Université François Rabelais, Tours. Amorcée au début des années 90, la réorganisation géographique des pouvoirs à l'échelle locale est à l'aube de profonds changements qualitatifs. Plusieurs rapports récemment publiés participent à la prise de conscience collective des limites de notre actuelle organisation territoriale. Ainsi, le rapport public particulier de la Cour des comptes sur l'intercommunalité pose clairement, et en des termes d'abord géographiques, la question de la pertinence des périmètres de l'intercommunalité, en particulier les communautés de communes en milieu rural. Il rejoint les constatations du Conseil économique et social, C, sur la nécessité de rationaliser l'espace administratif. Le rapport du C sur le devenir des regroupements intercommunaux note en particulier l'émiettement de la carte communale française par comparaison avec nos principaux voisins européens 55. La mise en œuvre de la circulaire du 23 novembre 2005 du ministre délégué aux collectivités territoriales s'inscrit dans le prolongement naturel de ces réflexions et donne le signal de la restructuration intercommunale. Le texte prescrit en effet au niveau départemental l'élaboration de schémas d'orientation de l'intercommunalité, encore appelés schéma prospectif du développement de l'intercommunalité. Principal enjeu du mouvement engagé, l'élargissement des périmètres intercommunaux pose à la fois des questions d'ordre politique, juridique et géographique. Les géographes et aménageurs du territoire ont par conséquent un rôle à jouer dans la réflexion prospective, une cohérence à proposer pour la carte des territoires vécus par les citoyens. Lieu de vie, d'échange, d'ouverture, l'espace intercommunal tend à devenir un territoire de projet pourvu qu'il atteigne une masse critique suffisante. Dans ce contexte, l'étude de la reconfiguration interne de la région Centre présente un triple intérêt. Alors que d'autres régions françaises ont bénéficié de l'expertise des géographes, le Centre n'a pas encore fait l'objet d'un examen approfondi de l'intercommunalité en milieu rural. Espace à dominante agricole et forestière, la région Centre offre pourtant un terrain d'observation privilégié des mutations territoriales. Avec 6 départements, la variabilité potentielle des situations est grande. Enfin, le Conseil régional du Centre a développé très tôt une politique volontariste de promotion des pays, bien avant leur consécration législative, administrative et financière par la Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, LOADDT de 1999. Dans cette région, la question de l'espace intercommunal de référence se pose par conséquent en des termes assez originaux. Le développement de l'intercommunauté, c'est-à-dire du regroupement de communautés de communes et d'agglomérations, offre une perspective de réorganisation territoriale assez vaste. Fondée sur le couple ville-campagne, la cohérence géographique des pays donne un cap à une division administrative non plus fragmentée et subie par les populations mais correspondant à un espace organisé autour de la vie des citoyens. N'est-il pas temps de faire converger le périmètre de l'intercommunalité vers celui des pays ? Partant d'un bref rappel du cadre juridique de l'intercommunalité et de l'intercommunautarité, ainsi que des discordances géographiques qu'il introduit dans l'espace rural, les limites de la construction intercommunale dans le Centre sont présentées de. Le travail engagé pour la promotion des pays paraît pouvoir être valorisé dans un souci de cohérence territoriale. 3. Intercommunalité et intercommunauté. Complémentarité juridique et difficultés d'articulation géographique. A. La convergence des concepts en milieu urbain. En milieu urbain, l'édifice juridique de l'intercommunalité paraît stable. Il tente à définir des communautés d'agglomération, voire des communautés urbaines pour les plus grandes villes, sur lesquelles peuvent se développer des chartes d'agglomération. L'outil de planification territoriale sert le développement d'un espace géographique cohérent. Ainsi, la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de l'intercommunalité institue-t-elle les communautés d'agglomération pour les villes chefs-lieux de département, ou pour les regroupements communaux représentant plus de 50 000 habitants. De manière quasi concomitante, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 met en avant la logique de projet de territoire, en l'occurrence de charte d'agglomération.
La LOADDT donne ainsi du corps aux structures territoriales nouvellement créées. Grâce à ce cadre juridique cohérent, les agglomérations ne posent pas de problème d'articulation géographique 57. Il en va tout autrement pour les regroupements communaux en milieu rural. B. Le décalage entre pays et communautés de communes en milieu rural. En milieu rural, les démarches visant d'une part à promouvoir le développement des communautés de communes et d'autre part, l'essor des pays ne coïncident pas sur le plan géographique. Instituée par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, loi ATR, les communautés de communes ont été relancées par la loi du 12 juillet 1999 grâce à des dispositions financières très favorables prenant en particulier la forme d'une bonification de la dotation générale de fonctionnement. Cet effort en faveur des communautés de communes n'a pas été relayé par la LOADDT du 25 juin 1999. Modifiant la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, LOADT, la LOADDT cible son action en milieu rural sur les pays, des territoires présentant une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale. Bien que les périmètres des pays doivent respecter ceux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, EPCI, ces entités géographiques apparaissent comme une nouvelle strate supra-intercommunale. C'est à ce niveau, considéré comme stratégique par le législateur, qu'est élaboré un projet commun, une charte de développement du pays approuvée par un conseil de développement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intégrés dans le périmètre. Jugée trop lourde, la procédure de constitution de pays a été simplifiée par la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat. Groupement d'intérêt public, syndicat mixte et depuis 2003, fédération de communautés de communes, les pays apparaissent comme des espaces de projet alors que les communautés de communes deviennent par comparaison des espaces de gestion. Le caractère stratégique des pays a été renforcé sur le plan financier par l'introduction d'un volet territorial dans les contrats de plan État-région 2000 à 2006, CPER. Officiellement annoncé au cours de la réunion du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, CIADT, du 15 décembre 1998, ce volet territorial a été consacré par la LOADDT du 25 juin 1999. Signés au niveau d'une agglomération ou d'un pays, les contrats territoriaux représentent globalement une masse financière très importante. Une circulaire de la DATAR du 18 décembre 2002 prescrit que le volet territorial a vocation à représenter un montant indicatif de 25% des crédits de l'État affectés au CPER, ce qui représente environ un montant de 4,4 milliards d'euros sur la période 2002 à 2006. Ainsi, les contrats de pays sont de véritables leviers pour le développement de l'intercommunauté, une intercommunauté de projet à concilier avec l'intercommunalité de gestion dessinée par la loi ATR de 1992. Les deux espaces ne coïncident pas en général. Ce décalage, nuisible à la lisibilité de l'organisation territoriale, offre par conséquent des perspectives de simplification dans le cadre des réflexions actuelles portant sur l'élaboration des schémas prospectifs du développement de l'intercommunalité. L'état des lieux des regroupements communaux paraît le point de départ obligé de la démarche prospective. Le cas de la région Centre illustre le niveau de maturation différencié de la structuration des communautés de communes et des pays. 2. Une construction intercommunale inachevée, influencée par l'organisation cantonale. A. La carte de l'intercommunalité est inachevée en région Centre. Assez hétérogène d'un département à l'autre, la carte de l'intercommunalité apparaît globalement inachevée en région Centre, tableau 1. Tableau 1. Taux de couverture intercommunale en région Centre. Source, INSEE, Préfecture, Conseils généraux de la région Centre, automne 2005. Avec un taux de couverture intercommunale de 74% en moyenne, la région apparaît à la traîne du mouvement de construction intercommunale français à l'automne 2005. D'après le rapport du Conseil économique et social sur l'intercommunalité, le taux de couverture intercommunale nationale se situe en effet vers 88% début 2005.
Le résultat de la région Centre s'explique par le retard important de la construction intercommunale dans le département du Cher, qui présente un taux de couverture très faible de 34%, et dans une moindre mesure par le relativement faible taux enregistré dans l'Indre, 70%, et dans le Loiret, 68%. Dans le reste de la région, les taux de couverture intercommunale sont assez conformes à la moyenne nationale. L'Indre-et-Loire paraît même très en avance avec un taux de presque 100%. Seulement 2 communes du département n'appartiennent pas à un EPCI à fiscalité Bror. B. L'influence de la carte cantonale est forte. La construction intercommunale est fortement influencée par le cadre préexistant de la carte cantonale. L'analyse de la substance, de la métrique et de l'échelle des intercommunalités illustre la relative continuité de l'organisation territoriale entre les cantons et les communautés de communes. 1. Les substances intercommunales et cantonales se confondent dans un cas sur 2. La confrontation des cartes cantonales et intercommunales des 6 départements de la région Centre permet de rapprocher l'organisation administrative héritée de la Constituante de 1790 et la nouvelle structuration territoriale mise en place à partir de la loi ATR de 1992, tableau 2. Dans le cadre de cette comparaison, nous avons considéré que le recouvrement entre cantons et intercommunalités était réalisé lorsque la superposition des 2 cartes était parfaite, ou quand une commune, ou plus, d'un canton ne s'inscrivait pas dans le périmètre de l'EPCI correspondant. Du choix de cette convention résulte une définition assez exigeante du taux de recouvrement. De nombreux regroupements de taille modeste, moins de 10 communes, s'inscrivent en effet dans le périmètre étroit de leur canton et tendent ainsi à soutenir l'idée d'une forte influence de la carte cantonale sur celle de l'intercommunalité. Par ailleurs, il convient de souligner que les cantons urbains, inscrits dans le périmètre d'une communauté d'agglomération, présentent une configuration spatiale tout à fait singulière. De manière générale, ils ne recouvrent pas l'agglomération mais sont englobés par elle. Ce trait particulier de l'intercommunalité en milieu urbain tend également à diminuer l'importance du taux de recouvrement départemental moyen. Tableau 2. Taux de recouvrement cantonal des intercommunalités en région Centre. Source: INSEE, Préfecture, Conseils généraux de la région Centre, automne 2005. Malgré les réserves méthodologiques évoquées, la prégnance de la carte cantonale sur la construction intercommunale paraît forte. 47% des intercommunalités s'inscrivent dans le cadre d'un canton. La variabilité interdépartementale autour de ce résultat moyenne est assez importante. Pour 5 des 6 départements étudiés, le taux de recouvrement varie de 48% à 63%. C'est donc le plus souvent une intercommunalité sur 2, voire 2 intercommunalités sur 3, dont le périmètre se confond avec celui d'un canton. L'Eure-et-Loire présente une configuration. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.